à voter. Je vais quand même rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Una Corsica sociale, equalità, ma una Corsa. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Contraste réalisé en partenariat avec RCFM et Corse Matin. Mafia, camorra, cartel, bande criminelle, narcotrafic, ce vocabulaire qui fait aujourd'hui la une de l'actualité montre à quel point les réseaux mafieux ont étendu leur emprise sur l'ensemble de la planète dans une déclinaison criminelle de la mondialisation. Une situation que nous connaissons en Corse depuis quelques décennies, dans l'indifférence générale tout d'abord, puis depuis quelques années, avec une prise de conscience et une réaction à la fois citoyenne et politique, suivie d'une action policière et judiciaire plus soutenue. Aujourd'hui, cette problématique concerne l'ensemble de la France, dans des territoires jusque-là épargnés, et suscite enfin, au niveau national, un sursaut tardif, mais bienvenu. Spécialiste des mafias, docteur en sciences politiques, notre invité du jour connaît bien ces réseaux criminels, et particulièrement la mafia italienne. Alors, à quelques jours d'un nouveau débat à l'Assemblée de Corse sur ce thème, Fabrice Rizzoli est aujourd'hui l'invité de Contraste. Bonsoir à vous, Fabrice Rizzoli, et merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir fait le déplacement pour y participer. Vous êtes président de l'association et fondateur de l'association Crimalt qui étudie et qui combat le crime organisé. Vous êtes auteur également de plusieurs livres. Alors vous serez interrogé par Patrick Vinciguer de RCFM. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et du Lourmo Padovane de Corse Matin. Bonsoir à vous, Di Lourmo. Fabrice Rizzoli, vous étiez invité en mai 2012, il y a 13 ans de cela, dans cette même émission pour parler du système mafieux. Alors, c'était essentiellement l'Italie dont il était question. Aujourd'hui, l'Italie n'est plus la seule et n'est peut-être même plus en pointe dans ce problème mafieux. Quel constat est-ce que vous faites de l'évolution de ces phénomènes au plan mondial ? Au plan mondial, la sonnette d'alarme a été tirée plusieurs fois par l'ONU, l'ONU-DC, qui explique que la consommation de drogue a augmenté dans le monde, sa production, par exemple la cocaïne, les cartels colombiens ont multiplié par 5 la production en 10 ans et ont décidé d'inonder l'Europe, par exemple. Deuxièmement, et donc le trafic de cocaïne est aux mains de cartels professionnels pour faire arriver la cocaïne des pays andins, Bolivie, Pérou, Colombie, jusque chez nous et ailleurs bien sûr. Si on prend aussi le rapport d'Europol qui fait foi 2021-2023, je conseille vraiment cette lecture de 80 pages en anglais avec des iconographies assez pédagogiques. C'est des études empiriques, ils posent des questions aux pays qui renvoient des réponses de questionnaires sur les différentes infractions, la composition des groupes criminels, combien sont-ils, quelles sont leurs nationalités. Il y a quand même quelques points saillants très très intéressants. 60% des réseaux criminels en Europe utilisent la violence, sous-entendu. 40% sont des réseaux criminels n'utilisent pas la violence, escroquerie, fraude, blanchiment simple. 80% utilisent la corruption. Et là, vraiment, c'est la sonnette d'alarme. 2021 de Corruptive Pression, dit le rapport d'Europol. Et là, je crois qu'il faut vraiment s'interroger en Europe et en France. 80% utilisent des techniques de blanchiment, parfois simples finalement, mais aussi des montages un peu plus complexes. Donc il y a vraiment de quoi se préoccuper. On commence à avoir des données assez solides. Il n'y a pas de raison qu'en France, on n'ait pas ce problème-là, et c'est ce qu'on découvre aujourd'hui, alors que ce soit entre DZ Mafia ou Clan Corse. Et qu'est-ce qu'il explique aussi ? C'est la mondialisation économique, avec son corollaire de pauvreté, de difficultés en tout genre ? Oui, alors il y a l'économie de marché libérale qu'on a libéralisée à outrance par le biais notamment de la conteneurisation de l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, on est allé faire des délocalisations partout dans le monde pour payer moins cher nos produits finis. On fait fabriquer en Chine des jouets qu'on fabriquait en France. Et donc, ces conteneurs arrivent avec de la drogue dans des ports qui sont faits pour que ça aille vite, pour que ça coûte pas cher. Le transport maritime coûte pas cher, c'est pour ça qu'on peut délocaliser. La drogue s'insère soit par effraction, j'ai envie de dire, le rip-off des sacs de sport de cocaïne qu'on met à l'intérieur, soit avec la complicité de sociétés d'import-export que possèdent les gangsters ou à l'aide de complices. Et donc, si vous voulez, il y a une grande quantité de drogue et d'autres produits. Je me focalise sur la drogue, mais on peut parler de contrefaçon, de trafic de déchets, de trafic d'êtres humains. Alors que 1%, en gros, dans le monde, des conteneurs sont contrôlés. Un peu plus en Europe parfois, ça dépend des ports, 2, 3, 4%. Mais comprenez que de toute façon,
quand un cartel colombien passe par l'Équateur, le Venezuela, le Brésil et met sa cocaïne dans un conteneur de bananes, il a une stratégie. C'est un produit périssable. On ne peut pas se permettre au Havre, à Rotterdam, à Hambourg ou ailleurs que les bananes pourrissent pendant une semaine. Non, il faut que ça aille vite. Et puis alors, les douaniers, quand ils doivent faire des contrôles, ils doivent aujourd'hui mettre des combinaisons, des masques à gaz pour aller dans le conteneur. Ça coûte cher, ça prend du temps. Donc, la drogue arrive. Ça, c'est un facteur d'explication de la puissance des réseaux criminels dans le monde. Elle arrive notamment au Havre, hein, au port du Havre. On parle de dizaines de tonnes saisies chaque année. L'an dernier, je crois qu'il y a eu 50 tonnes qui ont été saisies. Donc, les autorités font leur travail. Ah non, mais vous avez des policiers qui passent au prix de leur santé. Vous, quand on saisit 50 tonnes, combien on peut passer? Alors, au prix de leur santé et de leur vie de famille, les policiers, la police judiciaire font un énorme travail sous la responsable magistrature. Énormément de saisies sont faites. Par exemple, sur la cocaïne, entre 25 et 30% seraient saisis. Mais dans tous les cas, toutes ces saisies sont augmentées, par exemple, ces dernières années. Mais on ne manque pas de cocaïne sur le marché. Jamais la drogue n'a été aussi accessible. Donc ça passe. Accessible et disponible. Accessible, ça veut dire que c'est facile à trouver, de plus en plus dans tous les milieux professionnels notamment. Et disponible, il y en a beaucoup sur le marché. Pas qu'en France, hein. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, c'est partout le cas. Londres est une capitale de consommation de cocaïne. Milan l'a toujours été. Donc ça passe. Il y a toujours ce facteur d'enrichissement pour les réseaux criminels. Et dans ces ports, les personnels, je ne pense pas uniquement aux forces de l'ordre, hein, les dockers aussi doivent faire face à des pressions énormes. La pression corruptive est énorme. Vous avez une partie des dockers ou autres qui refusent et qui sont menacés, mais il y a quand même d'abord une approche de type « je te donne 2500 €, tu me prêtes ton badge pour la journée » ou « je te donne 15 000 et tu vas chercher le sac de sport qui est dans le conteneur » voire « je te donne beaucoup plus et tu me clones le conteneur, tu me changes le conteneur sur le logiciel et je fais rentrer là ma petite tonne de cocaïne ». Problème, les dockers sont des gens comme vous et moi. À un moment, ils veulent peut-être un peu plus d'argent pour emmener leur famille en vacances ou pour payer plus vite leur crédit. Simplement, à un moment, ils refusent parce que c'est pas leur vie. Et là, par contre, le crime organisé, il dit non, tu refuses pas. D'abord parce que je peux te faire chanter, tu es à moi. Et il faut se rendre compte à quel point les trafiquants ont une pression. Pardonnez-moi, je veux pas les défendre. Une pression pour faire rentrer la drogue. Eux aussi, ils ont des responsabilités. Ils doivent rendre des comptes à celui qui leur a donné la cocaïne et à celui qui attend. Donc, du coup, ils utilisent la violence. Et là, c'est là qu'au Havre, on a tué un syndicaliste, on tire dans les jambes des gens pour les punir. Ça a un nom d'ailleurs. Hein. Jambisation, gambizzazione, qui nous vient de l'italien. C'est pédagogie de la cruauté, de la violence, mais fait avec parcimonie. C'est un premier avertissement. Pas de pédagogie en guillemets. Si, parce que quand vous tirez dans les balles de quelqu'un, vous ne voulez pas le tuer, et en fait, c'est un message. Oui, vous envoyez un message à tout le reste du territoire. C'est pour ça que c'est de la pédagogie. La corruption a toujours existé. Est-ce qu'elle est plus importante aujourd'hui ? Notamment dans les milieux politiques également. Oui. Alors, deux choses. Il est possible qu'elle existait déjà avant et qu'on ne nous la combattions pas. Je pense sincèrement que pendant la French Connection, pour que les clans marseillais soient capables d'envoyer de l'héroïne aussi facilement aux États-Unis, c'est clair qu'il y avait de la corruption dans le port de Marseille, dans la police, et évident, c'est dans tous les films, certains rapports. Par contre, on ne poursuivait pas les policiers. Aujourd'hui, il y a quand même un parquet national financier, il y a quand même de la lutte anticorruption, il y a des nouveaux délits qui sont apparus, et aujourd'hui, on la voit un petit peu mieux, cette corruption. Policiers qui interrogent le fichier des plaques d'immatriculation pour dire aux dealers si c'est une patrouille de police ou si c'est un concurrent, parce que je rappelle qu'ils risquent la mort. Magistrats, parfois greffières, juste pour savoir, avoir des informations. Hein. Vous ne corrompez pas une greffière pour changer l'issue du procès. Hein. Vous corrompez pour avoir des informations qui vous permettent d'agir et d'assurer une certaine impunité dans le temps. Donc je crois qu'on la voit un peu plus par ces outils. Sinon, je pense qu'il y a plus parce qu'il y a une vraie pression, notamment sur le trafic de drogue, parce que la consommation a augmenté. Justement, le trafic de drogue, c'est la principale source de revenus de ces encore. mafias. Alors, selon un rapport sénatorial, il générait de 3 à 6 milliards de chiffre d'affaires par an et ferait vivre 200 000 personnes. Oui. Alors, malgré les arrestations, malgré le travail qu'effectue la police, on voit que ça ne s'arrête pas. Est-ce que les États ont déjà perdu ? Alors, personnellement, en tant que chercheur, je ne me pose pas les questions en ces termes parce que, en tant que chercheur, je sais qu'un monde sans drogue n'existe pas. Et même sans drogue illégale, puisqu'on les a tous décidées illégales il y a un siècle. Je rappelle quand même que pendant des millions d'années, se droguer n'était pas illégal. Donc évidemment, il n'y avait pas de délit.
Mon professeur d'histoire... Ce pourrait être une solution, la légalisation. Mon professeur d'histoire médiévale m'expliquait que les gens se défonçaient aux champignons hallucinogènes le samedi soir. C'était pas illégal. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. Il y a des peintures rupestres. Non, je pose la question que les gens se droguaient. Je pose la question parce que certains politiques font cette proposition. On va en parler après. Donc, j'ai perdu le fil. Je suis vraiment désolé. Non, sur le fait que les États, visiblement, ont peut-être perdu le combat. Oui, alors voilà, je pense que ça ne se pose pas en termes d'arrêter totalement l'arrivée de la drogue. En revanche, personnellement, la situation est préoccupante en matière de violence, en matière de règlement de compte, en matière de gens... C'est un phénomène nouveau, ça. Alors, pas complètement nouveau, simplement, aujourd'hui, c'est devenu un peu moins acceptable que lorsqu'on s'entretuait pour les machines à sous ou les boîtes de nuit à Marseille, où il y avait parfois un mort par jour, mais sur une durée un peu plus restreinte, mais c'était déjà le cas. Je pense qu'il y a aussi un phénomène qui est très important à dénoncer, c'est les victimes innocentes. Aujourd'hui, Soukaina faisait ses devoirs, elle a pris une balle de Kalachnikov, elle est morte. C'est pas la seule. C'est une jeune fille qui était dans une cité de Marseille en 2023. C'est pas la seule. Kowatar, qui était de la cité des Marronniers, allait rentrer à la Sorbonne en lettres modernes. Vous imaginez la revanche sociale. Sa mère la laisse sortir pour fêter le bac. Elle meurt de la Kalachnikov. Il y a Sarah, il y a le petit Ryan, il y a le petit Fayed qui avait 9 ans à Nîmes. C'est pour vous dire que tout le monde est concerné. Bien sûr, les agents pénitentiaires pendant l'évasion de Mohamed Amra, mort. Le policier maçon à Avignon. Tout le monde a oublié ça. Et il n'y en a pas que dans le sud de la France. Abdelghani à Nantes, Rennes, on a trouvé des victimes innocentes partout. Ça, c'est un message pour dire que c'est devenu inacceptable. Et c'est ça qu'il faut au moins réduire. Après, peut-être que la drogue, on n'arrivera pas à ce qu'elle ne rentre pas sur le territoire. Il y a un autre phénomène aujourd'hui, c'est que ces bandes mafieuses s'étaient contingentées à Marseille, sur la Côte d'Azur, en Corse également. Aujourd'hui, ça concerne l'ensemble du territoire national. Ça, c'est un élément nouveau quand même. Je pense qu'il faut effectivement revenir sur ce qui a été dit récemment sur le fait que la DZ Mafia monte dans des villes de province, qu'il y a du trafic de drogue partout, et qu'on a vu des règlements de compte à Angoulême, à Poitiers, à Clermont-Ferrand, et y compris avec des victimes innocentes. Donc là, oui, il y a de quoi arrêter de focaliser sur ce sud-sud-est qui serait, lui seul, en proie aux mafias. Principale source de revenus, on l'a bien compris, c'est le trafic de drogue pour les mafias. Il y a aussi la délinquance financière. Absolument. Par exemple, dans ce qui est le lien avec le crime organisé, alors selon mes définitions qui utilisent la violence, il y a le blanchiment. Vous ne pouvez pas blanchir de l'argent quand vous êtes un trafiquant sans complicité avec un avocat qui vous monte une société immobilière, un notaire qui ferme les yeux dans le blanchiment immobilier, des entrepreneurs. On sait très bien qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, par exemple, ou dans les sociétés de sécurité autour des établissements de nuit, vous pouvez payer les gens en cash avec l'argent de la drogue, et vous blanchissez en rentrant l'argent en payant dans l'industrie de la construction. Et évidemment, le gangster, il doit avoir des intérêts légaux dans la société de construction parce qu'il faut que l'argent lui revienne. Donc il peut avoir des parts dans la société de construction, il peut avoir des parts de marché, etc. Donc ça commence à être documenté. Donc oui, là on voit bien qu'on bascule dans une délinquance un peu plus économique, un peu plus élaborée, et qu'il faut des complices. C'est d'ailleurs ce que dit le rapport d'Europol. Pas de crime organisé sans facilitateur. Et des affaires qui finissent par être légales. Et c'est le but. Au tribunal, mais mon client est un honnête entrepreneur. Par exemple, il possède des parts dans une société de sécurité, une société de construction et d'autres. Restauration, évidemment. Et l'emploi tant et tant de personnes, ce qui rend plus compliqué de combattre. Alors, le chantage à l'emploi est quelque chose de très très fort en politique, vous avez raison. Plus que ça, dans les territoires où le clan criminel est vraiment bien implanté, c'est pas partout, il peut aussi se targuer de donner de l'emploi. Vous avez raison. C'est un élément de la vie sociale, parce qu'il fait vivre aussi des familles. Dans certaines cités, on sait très bien que ça compense la pauvreté, l'absence de ressources et tout. Les gens que l'on rémunère pour faire le guet, la nourrice qui conserve la drogue, est souvent une mère célibataire qui a besoin de ce cash pour payer son loyer. Tout le réseau de complicité qui travaille, qui vend, qui va chercher la drogue, qui va chercher les armes, qui blanchit, tout ceci profite alors de l'argent cash. Là, c'est pas du blanchiment, c'est du blanchiment simple, c'est-à-dire que de l'argent sale qui est dépensé. Et puis, il y a la construction en mettant l'argent dans l'économie légale. Et c'est assez difficile à combattre, car le délit de blanchiment est compliqué à prouver dans l'enceinte d'un tribunal. On parle beaucoup justement de la construction, du secteur du BTP. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le secteur finalement le plus concerné par le blanchiment d'argent?
d'autant que les volumes, justement, les volumes d'argent comme la drogue ont considérablement augmenté et qu'il faut des secteurs tels que le BTP pour pouvoir justement passer cet argent sale. N'oublions pas qu'il faut aussi des commerces simples. Alors, je vous ai pris l'exemple du bâtiment, mais il faut aussi des commerces simples où on peut rentrer le cash assez facilement. Donc, par exemple, ce que me disent les enquêteurs du GIR, c'est le groupement interministériel de recherche qui sont spécialisés dans les enquêtes patrimoniales. Il y a beaucoup encore de petits commerces, de type barbeur, de petits... Horeca, hôtellerie, restauration, café, où on peut rentrer le cash et augmenter le chiffre d'affaires artificiellement et dire le commerce fonctionne grâce à l'argent de la drogue. Donc c'est quand même une porte d'entrée. Et puis il y a le secteur de la construction qui est un peu réservé quand même déjà à des clans criminels un petit peu au-dessus, y compris en Seine-Saint-Denis ou des narco-caïds, comme on dit, ou parfois sur d'autres territoires. Alors, on parlait de l'économie. Le rapport aux politiques en Italie, au tout début de son apparition au XIXe siècle, disons, la mafia, ne s'était pas... Enfin, c'était situé plutôt en appui, mais en tout cas pas en opposition avec le système politique. Ensuite, elle a quasiment intégré, en faisant même la pluie et le beau temps, dans certaines élections. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, alors dans la définition du crime organisé ou des mafias, c'est très clair. Définition de crime organisé de Palerme, agissant pour le profit, ayant du pouvoir, mais ne voulant jamais remplacer l'État. Remplacer l'État, c'est pour les organisations dites terroristes. Même pas le combattre. Idéologiques, voilà. Non. S'accommoder, le combattre si la répression est trop forte, mais on s'en accommode, on a besoin du pouvoir politique pour assurer l'impunité. Donc je te finance ta campagne électorale, je te donne du cash, tu vas faire des tracts en plus et tu vas gagner. En échange, quand tu seras maire, je veux le marché public des fenêtres, des écoles communales, parce que j'ai l'entreprise qui fait des fenêtres. C'est comme ça que ça fonctionne en Italie, et c'est aussi comme ça que ça fonctionne toujours parfois. Comme ça, parce qu'avant, elle était très liée à la démocratie chrétienne, la mafia en Sicile. Oui, mais ça, c'est une époque de containment contre le communisme. C'est-à-dire, il y a eu un accord de la démocratie chrétienne qui ne voulait pas, et d'ailleurs sous influence des Américains et de la CIA, qui ne voulait pas que le communisme arrive au pouvoir en Italie, jusqu'à faire assassiner, laisser assassiner Aldo Moro par les Brigades Rouges. Donc, ça, c'est fini. Et puis, de toute façon, la mafia n'a pas d'idéologie de parti politique du moment que vous faites ce qu'elle veut. Donc, aujourd'hui, c'est toujours comme ça, avec quand même l'idée qu'aujourd'hui, la mafia ne tue plus en Italie. C'est-à-dire qu'il y a juste le rapport corruptif. La question sur la France est intéressante. Est-ce qu'en France, on a des élus, etc. Vous avez eu l'affaire de Canteleu, où cette maire, quand même, de manière objective, a quand même fait des choses de peur, de froisser son adjoint qui était en lien avec un clan distributeur de drogue. Elle a été relaxée, le procureur a fait appel ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est fini. Simplement, il y a des éléments matériels qui montent, cette pression corruptive. Reste que c'est un cas assez rare en France où on juge un politique avec les gangsters. Le problème de la France, c'est que l'élu est jugé pour des délits d'atteinte à la probité, détournement de fonds publics, favoritisme, il a favorisé un marché public. Et vous avez les gangsters qui sont jugés pour le trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs à part. On ne fait pas le lien. Et pourtant, dans la constellation Guérini récemment, les Baresi Campanella font du business légal et en même temps, le pouvoir politique et Alexandre Guérini sont en lien avec cette mouvance. Alors, on a séparé les deux et on a l'impression que c'est pas lié. Pourquoi il y a cette réticence en France vis-à-vis de ce grand banditisme ? On nie la réalité. On a nié la réalité pendant très longtemps. Commençons par la Corse. C'est une question compliquée. Je dirais que pendant longtemps, l'État français a été très jaloux de ses prérogatives de contrôler les populations, y compris en ayant un excellent système de santé, en ayant une indépendance militaire, nucléaire, une souveraineté à la De Gaulle, vous voyez. Et alors, le crime organisé, pour deux raisons, c'était vraiment un problème marginal. Ça n'est pas important. Le problème de l'Italie, la mafia. Oui, c'est ça, mais... On renvoyait à l'Italie sans cesse. Comparons l'État français à l'État italien. La France, c'est le pays qui a colonisé la moitié du monde, qui partout est allé mettre un drapeau, a dit « c'est chez moi », Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Afrique, qui fait État. Donc, le crime organisé, c'est rien dans la construction de l'État. Par rapport à l'Italie, qui n'a pas cet État fort et qui s'est laissé bouffer par la mafia. Et puis, quand l'État français a eu besoin un peu du crime organisé, pour combattre l'OAS, le SAC, des choses comme ça, alors il l'instrumentalise, mais il veut garder le contrôle. Donc, il n'a pas intérêt à ce que ça arrive jusque dans les tribunaux. Donc on juge les complices des organisations criminelles sur des délits d'atteinte à la probité quand on arrive à les trouver, et on juge les gangsters
sur les délits de type criminel. Une ville comme Marseille, par exemple. Ça davantage au passé, à l'après-guerre notamment. Dans votre constat qui est très sombre, rassurez-nous, il y a quand même des progrès qui ont été faits dans la lutte contre les mafias. Vous l'avez dit tout à l'heure, en Italie, notamment en Sicile, on ne tue plus. Même si la mafia reste imprégnée dans la société, on ne tue plus. Et c'est déjà un progrès énorme. Mais justement, l'État italien s'est beaucoup réveillé, c'est toujours plus complexe, lorsqu'il n'y a plus la menace du communisme. Il y a eu l'affaire Mani Pulite, les 3/4 de la classe parlementaire a été mis en examen pour corruption, la démocratie chrétienne s'est écroulée, il y a eu cette charnière et il y a eu toute une offensive législative avec des mesures très précises de confiscation extrêmement efficace, un délit d'association mafieuse, la gestion des collaborateurs de justice, la création d'un parquet national anti-mafia en 91. Tous ces outils ont donné un coup grave à la mafia. On va en parler en troisième partie. Alors, on arrive à la deuxième partie. Avant ça, pour parler de la Corse. Alors, depuis le début de l'année, on compte déjà 2 assassinats en lien avec le grand banditisme. Et même si l'action des services de police s'est renforcée ces dernières années, rien n'empêche le développement de la grande criminalité. Alors, on fait le point sur la situation avec Dominique Moret. 70 kilos de cannabis, 7 kilos de cocaïne. En ce 15 août 2023, les policiers font une saisie record sur le port de Bastia. Signe d'une consommation galopante et d'un trafic florissant, les services enquêteurs multiplient les prises. Ecstasy, héroïne, cannabis, cocaïne. La lutte contre les stupéfiants est une priorité. On travaille beaucoup sur les trafics de stupéfiants. L'action de la gendarmerie, de la police, des services en général, l'autorité judiciaire sont importants sur l'île. En revanche, pour les extorsions de fonds ou les logiques de territoire, les enquêtes aboutissent rarement. Dans l'angle mort de la justice, le racket et les intimidations prospèrent. Ces derniers mois, les incendies d'engins de chantier se sont multipliés. Si les témoignages sont rares, des cibles récurrentes osent espérer des résultats en vain. C'est vraiment du gâchis. C'est la 17e fois que notre entreprise est visée depuis 1996 et aucune enquête n'a vraiment abouti. J'espère que ce sera le cas cette fois-ci. Atteinte aux biens, mais aussi et surtout atteinte à la personne. En 2024, 17 homicides, dont 5 règlements de compte ont été commis. 2025 est dans la continuité. Le 10 janvier, Camille Ortsogne était assassiné à Olette. Le 20 janvier, Dominique Colombagne était tué à Calenzane. Après le Sartenay-Valinco, le Grand Ajaccio et la Plaine orientale, c'est désormais au tour de la Balagne de vivre au rythme des assassinats. À défaut de résolution judiciaire suffisante, une explication policière semble se dessiner. En 2022, un rapport interne à la police recensait 25 bandes criminelles réparties à travers toute la Corse. Des équipes tantôt alliées, tantôt ennemies. Là où avant il y avait des groupes très organisés de criminalité un peu clanique qui étaient fondés sur une histoire, désormais il y a une sorte d'atomisation aussi de la criminalité, de gens qui sortent de ces clans, qui sortent de ces groupes, et notamment avec les stupéfiants qui se font beaucoup d'argent en dehors de ce que l'histoire de banditisme corse a connu. Dans ce contexte, les autorités comptent les morts et lorsque des mises en examen surviennent, le temps de la justice reste très long. En 2025, 8 procès liés au grand banditisme vont avoir lieu. En fin d'année, l'assassinat d'Antoine Solacaro et la tentative contre Charles Cervone y seront jugés à Aix-en-Provence. Les faits ont été commis il y a 13 ans. Fabrice Rizzo, alors la Corse connaît ce phénomène de banditisme depuis plusieurs décennies. Ils ont prospéré en toute impunité durant des années. Comment est-ce que vous qualifieriez cette criminalité corse? C'est une organisation de type mafieux, mais dans ses méthodes, mais avec une caractéristique très corse pour le coup, c'est les divisions. En fait, c'est pour moi pas un critère organisé, pas organisé. Je m'explique. C'est vrai que toutes les personnes qui nous disent qu'en Corse, c'est pas de la mafia, en général, ils prennent une définition, la pyramide. Sous prétexte que la criminalité corse n'est pas une pyramide d'un chef, des sous-chefs, etc., que c'est pas aussi organisé, faisant référence à lorsqu'on a découvert la mafia sicilienne Cosa Nostra au moment du maxi-procès, avec le témoignage de Buscetta qui disait c'est une pyramide. Bon. La pyramide, c'est pas un facteur discriminant. C'est pas ça qui définit la mafia. Une pyramide, il y en a chez moi, il y a un chef, un sous-chef. Qui est le chef chez moi, ça c'est encore un autre débat. En revanche, il y a un chef dans mon université et des sous-chefs, et je suis sûr que sur cette chaîne de télé, c'est pareil. La différence, c'est que il y a d'autres définitions qui expliquent ce qu'est la mafia. Il y a le délit d'association mafieuse en Italie, plusieurs personnes qui utilisent la violence pour contrôler un territoire, la loi du silence pour faire des activités illégales et légales. Et puis vous avez les définitions sociologiques. L'idée, ce qui serait intéressant, c'est de prendre ces définitions et d'interroger la criminalité corse.
Et donc, qu'est-ce qu'on découvrirait? Il me semble, hein, si on prend le délit d'association mafieuse, si même aujourd'hui que les bandes se fassent, se défassent, etc., si tous les incendies dont vous avez parlé ici visent à racketter les personnes, donc à imposer une prédation, une économie de la prédation, et le silence, parce que si tu me dénonces, j'ai déjà été capable de brûler tes engins, voilà, je peux aussi te tuer, et comme il y a beaucoup d'assassinats en Corse, le message est très très clair. Pour faire des activités illégales, le racket, mais aussi pour prendre possession de l'activité légale. Alors, vous voyez que si on appliquait le délit d'association mafieuse italien, moi je pense que dans l'enceinte attribue, qui n'existe pas en France, je pense qu'on pourrait qualifier cela. Mais l'idée c'est que tant que ce n'existe pas dans un état de droit, en démocratie, tant qu'on n'arrive pas à prouver dans un tribunal qu'il y a un délit d'association mafieuse, ben on peut difficilement parler de mafia, c'est compliqué. Mais voilà. Est-ce qu'on n'a pas perdu trop de temps? Et est-ce qu'on ne continue pas à en perdre, justement, à ne pas nommer les choses, tout simplement? On fait beaucoup de sémantique, vous l'avez dit, voilà, ne perdons pas notre temps à parler de la définition de la mafia. Oui, pardon, oui. Est-ce que un des problèmes n'est pas justement cette bataille sémantique qui n'a aucun sens au final, en comparaison à ce que vit la société non, mais corse, là, vous tout parlez simplement. Convaincu. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on passe 3 heures à dire mafia ou pas mafia en Corse, la vérité, c'est ce que je viens de voir, que vous m'avez montré aujourd'hui, c'est le racket organisé, c'est cette prédation de partout, avec les engins qui brûlent, avec les menaces physiques, les coups de téléphone. Crimalt, récemment, s'est constitué pour la première fois partie civile dans un procès à Centuri pour défendre le maire qui a dénoncé de multiples infractions de type délit d'atteinte à la probité. Le problème, c'est que... Le maire de 2014 à 2020. Le problème, c'est que quand il a dénoncé tout cela, on a tiré au fusil sur la chambre de ses enfants et on a tiré sur les caméras de vidéosurveillance. Donc, vous avez raison, les gens vivent des choses extrêmement graves en Corse et ailleurs, et on peut parler mafia, mais il faut s'attacher à lutter contre ces phénomènes, et d'ailleurs, il y a pas mal de choses qui ont été votées récemment. Récemment, l'ancien préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin, qui a été préfet de Corse jusqu'à la fin 2024, a déclaré devant une mission d'information parlementaire que la mafia dans l'île imprègne l'ensemble de la société jusqu'au service de l'État. Est-ce que ces déclarations vous ont surpris? Oui, elles sont un peu globalisantes. Il faut aussi donner des exemples. Donc, effectivement... Si aujourd'hui, dans d'anciennes enquêtes, des personnes ont déjà été condamnées pour des délits d'atteinte à la probité et qu'on peut penser qu'ils étaient en lien avec le grand banditisme corse, je ne pourrais pas donner de nom parce que ça n'a pas été prouvé dans l'enceinte d'un tribunal. Mais enfin, quand même, si vous lisez les livres de Folleroux, de Constanti, vous avez certaines sources qui vous montrent que quelques politiques étaient en lien avec le crime organisé. Si aujourd'hui, ce n'est toujours pas démontré dans un tribunal, mais vous avez une magistrate qui n'était plus en poste en Corse, mais qui serait en lien avec un membre du grand banditisme et qui est accusé de 6 ou 7 délits d'atteinte à la probité et voire plus, si aujourd'hui un policier qui était en Corse a donné des renseignements au principal grand clan de la Corse du Sud, alors oui, ça pénètre toute la société corse. Y compris les services de l'État. Y compris les services de l'État, mais vous savez... Et les services régaliens. Mais vous savez, je voudrais quand même être un peu indulgent avec les services de l'État aujourd'hui, parce que je rappelle qu'il fut un temps qu'il y a eu... Il me semble, moi, une vraie organisation de type mafieux qu'on appelait la brise de mer, et qu'à l'époque, l'État n'a strictement rien fait contre cette bande. Donc aujourd'hui, l'État fait des choses, on a raison de dire, il y a pénétration, il y a des exemples, mais n'oublions pas qu'à une époque, sous prétexte de lutter contre d'autres phénomènes criminels de type idéologique, l'État a bien laissé le crime organisé en Corse prospérer. Est-ce que le modèle économique qui est développé en Corse depuis toujours, c'est-à-dire tourisme, bâtiments, etc., est-ce qu'il favorise ce type de développement de la criminalité? C'est une question très intéressante et il y a eu des études en Sicile là-dessus qui montrent le concept de sous-développement organisé. Je m'explique. La Corse est une des régions les plus pauvres de France en matière de revenus par habitant, etc. La Sicile l'était aussi. Et les mafieux s'étaient installés, étaient plus puissants en Sicile, là où il y avait des activités de type pêche, agriculture, construction, c'est venu après, tourisme, comme vous dites, et moins là où on avait implanté des usines, donc dans la partie orientale de l'île. Ces économies dont vous parlez sont génératrices de main-d'œuvre. Et précisément,
ça permet de faire vivre des personnes. Et c'est comme ça que ces bandes criminelles ont besoin de posséder restaurants, campings, établissements de tourisme, etc. Et cette main-d'œuvre fait vivre des personnes et leur assure un consensus social. Simplement, l'État a ses responsabilités. C'est pour ça qu'on parle de sous-développement organisé, dans le sens où l'État, l'économie en général, a sa responsabilité. Plus d'OPJ, plus de contrôle, plus de répression des fraudes permettent normalement de limiter ce type d'économie et bien sûr la lutte contre les bandes criminelles avec le dispositif pénal. Parce que jusqu'aux années 80, le banditisme corse, il s'exportait. C'était Paris, c'était surtout Marseille qui était son fief. À partir des années 80, il s'est rapatrié en Corse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a de l'argent à faire ici ? De ce que je savais, il y avait beaucoup alors, deux grandes infractions du banditisme corse historiquement. Le contrôle de la prostitution, notamment à Paris, qui là est aussi en lien avec l'État. Il fallait fournir des prostituées aux militaires quand la France faisait la guerre partout dans le monde, en Indochine, en Algérie et tout. C'est vraiment lié. Et le braquage de fourgons blindés, de banques, etc. Quand on se rapatrie sur l'île, bien sûr, on va braquer un coup un fourgon, une banque, et puis ça va être très limité. Et les investissements sont venus, évidemment, dans le blanchiment, dans l'hôtellerie, café, restauration. Et donc, oui, on a affaire aujourd'hui à un banditisme un peu plus développé. Est-ce que c'est lié, ce basculement, à la décentralisation ? C'est ce que dit, par exemple, le collectif Massimo Susini. À partir de ce moment-là, on s'est dit qu'il y avait de l'argent à faire aussi en Corse. Sous-développement organisé ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est un sous-développement qui est organisé, mais il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans l'agriculture, il y a de l'argent dans le tourisme, etc. Donc, vous décentralisez, comme vous dites. Plus personne ne veut revenir en arrière. Plus personne n'a envie que l'État construise des écoles primaires. C'est l'objectif d'une mission d'une collectivité territoriale. La prise de décision, par essence, est plus proche. C'est normal, on ne va pas revenir à ce que tout soit centralisé par l'État. Le pouvoir régalien reste celui de l'État, c'est pas la décentralisation. Quid des contrôles ? Quid du contrôle de l'égalité ? Donc, c'est bien, une collectivité territoriale passe un marché pour construire une école. Simplement, il faut qu'il y ait des moyens de la part de l'État, de la préfecture. Il faut que la préfecture fasse son travail pour sanctionner les abus en matière de non-respect du Code des marchés publics. Mais au final, est-ce que le problème mafieux en Corse n'est pas beaucoup plus cynique ? C'est le maire de Palerme en 2022 parlant de la situation en Corse, Léo Luca Orlando, qui disait « Votre problème, c'est que la mafia ne tue pas assez chez vous ». La phrase est terrible, mais est-ce que ce n'est pas finalement parce que évidemment les moyens considérables hors normes qu'a utilisé l'Italie pour combattre la mafia, c'est après des dizaines de milliers de morts, des dizaines et des dizaines d'assassinats de magistrats, des enfants qu'on a fait disparaître dans l'acide, etc., etc. Des choses horribles. Est-ce que finalement, le problème n'est pas beaucoup plus cynique que ça ? Léo Luca Orlando, quand il dit ça, je ne suis pas sûr qu'il sache qu'à cette époque, il y avait peut-être encore 30 assassinats en Corse, alors 20 accomplis, 10 tentatives, rien que sur le crime organisé. Je ne parle pas du mari qui tue sa femme, c'est un sport universel, n'est-ce pas ? Donc, je ne pense pas qu'il sache. Et puis, il vient d'une mafia où on tuait une personne par jour à Palerme dans les années 80. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes haut placées qui ont été assassinées en France. Donc, peut-être pas assez de magistrats, parce que les derniers magistrats, c'est le juge Michel et le juge Renaud, donc effectivement. Peut-être pas assez de policiers, il n'y a pas de policiers assassinés en Corse, etc. Peut-être que, malheureusement, il faudrait un réveil de la société, comme il y a eu un peu après le préfet Rignac, etc. L'attaque directe contre l'État, menée par Totorine en Sicile, est-ce que... Maintenant, sincèrement, j'ai l'impression quand même que ces derniers temps, les institutions françaises ont pris la mesure du problème. Et cette commission sénatoriale sur le narcotrafic, j'entends bien qu'elle est ciblée sur le narcotrafic, mais regardez, ça aboutit à une proposition de loi qui, au début, était proposé un procureur anti-stupéfiant. Tout le monde a réagi, les policiers, les magistrats, la société civile. Non, vous n'allez pas faire ça, il nous faut un parquet anti-crime organisé. Ce que je veux dire, les députés, les sénateurs ont pris conscience que c'était un problème beaucoup plus global. Et donc, peu importe aujourd'hui qu'il n'y ait pas de magistrats assassinés, encore une fois, il y a aussi des victimes innocentes. Je veux dire, ce qui s'est passé le 23 décembre à Ajaccio, avec ce pompier qui est décédé comme ça, Jean Livrelli et d'autres. Aujourd'hui, ça a quand même marqué la société corse et voire une partie donc
Justement, on ouvre la troisième partie de l'émission pour évoquer la lutte contre la criminalité organisée. Alors, elle est multiforme, bien sûr. C'est bien sûr, avant tout, le rôle de l'État et lui seul qui dispose des pouvoirs régaliens, mais il y a également l'opinion publique qui peut peser sur le pouvoir, et puis la classe politique qui a son rôle à jouer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, il existe une vraie prise de conscience de la part de ces trois composantes? On voit l'État qui met quand même des moyens aujourd'hui, avec des lois. L'opinion publique, elle a l'air assez lointaine quand même. Alors, l'État a réagi avec toute une série de lois qui vient de l'Europe, qu'il s'agit de se moderniser. Par exemple, notre association Climalt bénéficie de subventions dans de projets de recherche européens sur la confiscation. Et on ne peut pas nier quand même que depuis les lois Perben, la création d'une agence de biens confisqués 2010, loi Warsmann, il n'y a pas eu une vraie inversion dans la lutte contre le crime organisé et autres pour confisquer les biens. C'est bien que l'État a quand même compris qu'il y avait quelque chose à faire dans l'enrichissement de ces activités. Les politiques, je vous le dis, il y aura un avant et un après commission sénatoriale sur le narcotrafic, 110 personnes interrogées, etc. Et la proposition de loi qui vient. Sur l'opinion publique, vous avez raison. Quand même, deux choses. N'oublions pas que Crimalt a 10 ans, que nous avons permis une loi d'usage social des biens confisqués. Aujourd'hui, à Marseille, une villa confisquée à un trafiquant de cocaïne accueille des femmes victimes de violences. Vous avez des biens qui sont confisqués à Dunkerque, en Guadeloupe, etc., qui sont distribués aux associations. Nous avons fait voter... En Corse, ça n'a pas marché pour l'instant. Alors, à Moriani, la GRASC, l'agence des biens confisqués, a voulu mettre une affectation sociale un très bel petit appartement dans une résidence un peu touristique face à la mer. Confisqué, donc. Confisqué définitivement, et l'objectif, c'était qu'une association le prenne. Bon. Aucune association s'est déclarée, mais c'est une toute petite commune. Donc, précisément, ce que nous avons fait voter en 2014, à l'aide du collectif antimafia Maxime Souzini, qui rédige des amendements, etc., c'est d'abord la confiscation obligatoire des biens. Ça ne l'était pas, c'était une peine complémentaire. Et deuxièmement, nous avons fait voter que les collectivités territoriales puissent avoir en gestion ce bien et faire un projet d'intérêt social. Vous comprenez qu'à Moriani, l'idée, ça serait que si elle est aidée par la collectivité territoriale de Corse, cette commune, elle va plus facilement trouver une association qui va héberger quelqu'un en situation d'urgence ou une personne qui va délivrer des repas aux anciens, par exemple. Oui, c'est ça l'esprit de cet appartement. Mais le décret n'est pas signé. Alors, je me permets, je demande à M. Darmanin, s'il vous plaît, de signer le décret d'application. Il ne vous faut pas grand-chose de faire signer le décret d'application pour que les collectivités territoriales puissent bénéficier de cela. Mais ça, c'est Crimalt. Parfois, il manque de prise de position de l'opinion. Mais encore une fois, avec les victimes innocentes, avec... Justement. Là, quand même, les gens commencent à penser que ça concerne tout le monde. Dans une société de proximité telle que la société corse, quand même, qui est assez petite, est-ce que c'est pas plus difficile qu'ailleurs d'engager ce type d'action? Parce que on a tous, je parle en particulier des Corses, quoi, dans sa famille, proche ou plus lointaine, des gens qui sont aussi impliqués dans ces affaires, qui ont eu à voir avec la voyoucratie. J'imagine qu'en Italie aussi, c'était la même chose, mais à une échelle plus grande. Est-ce qu'ici, c'est pas plus difficile, y compris dans la saisine des biens qui seraient mis en vente ensuite? Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui s'y précipitent. Si, alors les biens qui sont confisqués en Corse, maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de confiscation au début de la gestion, dans les années 2010. Depuis 5-6 ans, il y a plein de biens qui sont confisqués en Corse et ils sont revendus. Il n'y a pas de problème à la revente. C'est l'usage social, pour l'instant, qui n'a pas encore... Voilà. La GRASC vend, l'agence vend ses biens, récupère de l'argent. La maison du sénateur Castelli a été saisie, de clans criminels aussi. C'est vendu, il n'y a pas de souci. En revanche, deux choses pour que ça fonctionne mieux. Arrêtez de penser que, parce que la Sicile, c'est 5 millions d'habitants, il n'y aurait pas ce problème de proximité. Et j'entends bien le problème de proximité, c'est terrible. Mais quand vous habitez Partana, et que c'est une ville de 2000 habitants, que tout le monde se connaît, que c'est bien qui est le chef mafieux, etc., que Rita Atria va dénoncer les assassins de son père, qui était pourtant un mafieux, son père, qu'elle va devenir témoin de justice, parce qu'elle n'avait rien à voir avec la mafia, elle était jeune, sa mère, parce que sa fille a témoigné contre la mafia, sa mère, quand Rita Atria s'est suicidée, elle a été enterrée à Partana, je suis allé sur la tombe, sa mère est allée gratter la pierre tombale pour effacer le nom de sa fille, tellement c'était la honte que sa fille témoigne et soit dans l'antimafia. Vous pensez que si ça existe à Partana, c'est bien la preuve que c'est pas qu'en Corse que vous avez des problèmes, nous avons des problèmes de proximité. Mais j'invite l'État, dans ces cas-là, à faire sa part.
précisément que Darmanin signe le décret d'application, que l'on fasse des exemples d'usage social confisqué en Corse et qu'on montre que ça fonctionne comme c'est en Albanie. En Albanie, vous avez des biens qui sont réutilisés socialement. Là aussi, et en Italie aussi, donc. On peut aller beaucoup plus loin dans la confiscation préventive, sans attendre la condamnation. C'est le président du tribunal de Palerme qui disait que c'était l'instrument le plus logique et le plus efficace pour lutter contre le crime organisé. Est-ce que ça peut être envisageable en Corse lorsque l'on voit les difficultés que l'on a justement à mettre en place la confiscation justement à destination sociale? Bon, c'est encore compliqué. Aujourd'hui, la confiscation est pénale en France. Sous-entendu, pour confisquer un bien, il faut que la personne soit définitivement condamnée pénalement. Vous êtes confisqué pour trafic de drogue. J'ai prouvé que vous avez gagné de l'argent avec la drogue et je vous saisis votre maison, la plupart du temps en équivalence. Je ferme la parenthèse. Ce qui se passait, c'est que des juges du siège condamnaient les gens pour trafic de drogue, mais ne prononçaient pas la confiscation. C'est inacceptable. Donc, nous avons fait voter, avec le collectif Nations Unies, la confiscation obligatoire. Le juge pourra toujours motiver s'il ne veut pas faire la confiscation. Il y a de jurisprudence. Ça, c'est une chose. Problème. En France, 30% des biens saisis c'est provisoire, sur 100 biens saisis, seuls 30 sont confisqués définitivement. En Italie, sur 100 biens saisis provisoirement, 60 sont confisqués définitivement. La clé se situe dans la confiscation préventive, anti-mafia, dite sans condamnation pénale du propriétaire. Dit autrement, je peux poursuivre les gens pour assassinat, etc., mais la personne et ses complices vont devant un tribunal, et j'insiste, où ils ne risquent pas la prison. J'insiste, c'est très important. La Cour européenne des droits de l'homme a validé cette confiscation. Vous ne risquez pas la prison, vous justifiez l'origine légale de vos biens, et si vous n'y arrivez pas, l'État devient propriétaire. Et c'est comme ça que l'État redonne aux collectivités italiennes et possède des milliers d'immeubles. Je ne vous parle pas des voitures, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Et là, on peut faire de l'utilisation sociale bien plus importante. Pour l'instant, nous n'avons jamais proposé de ce type d'amendement. Nous nous étions focalisés d'abord sur la confiscation obligatoire, puis récemment sur la confiscation obligatoire pour le délit de non-justification de ressources. Pourquoi ne pas le proposer? On y travaille. La rédaction est très compliquée. Et en Italie, cette confiscation préventive est totalement liée au délit d'association mafieuse. Dans le cadre de l'association mafieuse, la confiscation préventive est obligatoire. Nous y travaillons pour le prochain passage de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, on va voir. Voilà, justement, il y a incontestablement une prise de conscience de la part de la classe politique nationale par rapport à ces problèmes de... Enfin, pour l'instant, c'est le Sénat qui a voté nous attendons la loi. lecture. Pourquoi il y a tant de réticence, de façon globale, à aller vers une législation de type italien ? Parce qu'on n'a pas envie de découvrir que des gens seraient condamnés pour association mafieuse en France et on ne pourrait plus dire la mafia n'existe pas. À partir du moment où on aura... Bon, c'est récent en Italie aussi, c'est 82 la loi d'association mafieuse. Totalement. La moitié de la population niait l'existence de la mafia. Loi de 82, maxi procès. 86, condamnation en première instance, 87, condamnation en 90 en deuxième instance, condamnation définitive le 30 janvier 1992. On ne peut plus nier l'existence de la mafia. Ils ont 40 ans d'avance. Il y a aussi une attitude, bon, elles sont marginales ces attitudes-là, mais elles existent et sont surprenantes, qui consistent à essayer de trouver un accord avec les trafiquants. Alors qu'est-ce que vous pensez des déclarations du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui a déclaré vouloir trouver un modus vivendi avec les trafiquants ? Je peux rien répondre à ça. J'ai même pas écouté sa déclaration. Ça me paraît comme ça me paraît lunaire. En même temps, Éric Piolle sert un peu d'épouvantail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, tout le monde lui tombe dessus, alors que des fois, il dit des choses très sensées. Il est pour la légalisation du cannabis. Il n'est pas le seul. Mais tout le monde lui tombe dessus. Non, pas de motus vivendi. Encore une fois. Parce que dans certaines banlieues, c'est pas le cas, de fait, même si les maires ne s'en vendent pas. C'est ce que dit plus clairement le député LFI Sébastien Delogu sur Marseille. Il dit à un moment donné, il faudra bien réinsérer les dealers. Oui, mais donc c'est des moyens à donner sur l'éducation. Moi, par exemple, je préférerais parier... Non, lui pensait davantage à les associer à la vente, par exemple, du cannabis si ça devient légal. J'ai pas de réponse là-dessus. Par contre, j'aimerais bien qu'on arrête de dépouiller la protection de la jeunesse et qu'on parie sur l'avenir et que des éducateurs spécialisés s'occupent des gamins de 13, 14, 15 ans lors de leur premier délit et qu'ils les sortent de la criminalité, parce que le pire, c'est que ça, il y a des rapports qui montrent que ça marche. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gamins de 14 ans qui prennent une Kalachnikov sous ordre et qui tuent des personnes. Et ça, c'est nouveau. Les mineurs ont toujours été impliqués dans tous les trafics. Je rappelle la prostitution, il y a 100 ans, c'était des gamines de 16 ans qui étaient mises sur le trottoir. La majorité était à 21.
D'accord ? Par contre, c'est quand même récent qu'on donne une Kalachnikov à un gamin de 14 ans et de lui demander d'aller tuer. Et ça, ces gamins-là, ils vont sortir de prison, hein. Ils vont pas prendre la perpète. Donc là, il faut travailler sur l'avenir. Pour revenir sur l'arsenal législatif, des choses quand même ont été faites. On attend la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, mais ce qui a été adopté il y a quelques jours au Sénat, la loi contre le narcotrafic, avec la création d'un parquet national anti-criminalité organisée, le renforcement du statut de repenti ou des collaborateurs de justice, et puis encore la confiscation des biens qui a été renforcée aussi, étendue aux proches. On avance quand même. On avance. Et ça a été voté à l'unanimité. Alors, l'unanimité, ça, c'est quelque chose de très important. Vraiment, ça, c'est une grosse victoire démocratique. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais quand même rappeler, je me permets, je trouve que les médias ne le disent pas assez, je vois des articles, que c'est la société civile qui a écrit certains des amendements. Donc, c'est Crimalt et le collectif Maxime Sugini qui rendent la confiscation obligatoire en avril 2024. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce même Sénat nous avait refusé la confiscation obligatoire pour le délit de non-justification de ressources. C'est pas facile à expliquer, mais c'est un délit qui concerne le blanchiment ou l'utilisation de fonds illégaux. Même pas un an après, le Sénat valide cette confiscation obligatoire. Mais c'est nous qui avons rédigé les amendements. Alors qu'en commission de loi, ça avait été rejeté. À l'époque, en 2024, en avril 2024. Non, cette année, cette fois-ci, ça avait été rejeté. Vous avez raison. Une semaine d'intervalle, il y a eu un changement. Tout à fait. Sur le coopérateur de justice, Crimalt, depuis 15 ans, j'étais en Corse déjà quand on a tué le bâtonnier d'Ajaccio, l'ancien président de la Chambre de commerce, et Valls qui disait « c'est la mafia », et puis Hérault qui disait « c'est la mafia ». Alors j'avais fait des communiqués de presse, j'avais dit « si c'est de la mafia, il faut des outils anti-mafia ». Premièrement, vous devez signer le décret d'application. Il n'était toujours pas signé pour qu'on ait des coopérateurs de justice. Puis comme on a vu l'application que ça ne fonctionnait pas, ça fait 10 ans qu'on demande d'élargir le périmètre, y compris au crime de sang. Mais là, permettez-moi une minute, c'est important. Faut arrêter de dire que c'est pour qu'il ait des remises de peine uniquement. C'est pas ça l'enjeu du statut de coopérateur de justice. L'enjeu, c'est la protection. Il faut que la personne arrive vivante au tribunal pour pouvoir témoigner, en échange du fait qu'il joue le jeu de la démocratie, de l'état de droit, de la restauration de l'ordre public en dénonçant ses complices. Il a une porte de sortie, au lieu d'une peine de prison très longue, raccourcie, et des aménagements de peine. C'est plus intelligent de dire il va pouvoir voir grandir son enfant que de dire qu'un assassin ne va pas faire de prison. C'est complètement faux. En Italie, les assassins font 25 ans de prison. Vraiment une dernière chose. Celui qui a tué le juge Falcone, Giovanni Brusca, il a appuyé sur le bouton, il a fait exploser le juge Falcone. D'accord ? Giovanni Brusca a fait 25 ans de prison, il a été libéré. Quand Giovanni Falcone a écrit le statut de collaborateur de justice en Italie, il a prévu la sortie de prison de son futur assassin. Et il l'a dit, il l'a écrit. Je sais que je serai assassiné, mais je veux que la personne qui collabore avec la justice puisse avoir un avenir. Mais il fait 25 ans de prison. L'enjeu, en revanche, c'est que, vraiment, on protège les gens. Moi, j'ai connu des policiers en Italie qui m'ont dit on est arrivé à Vibo Valentia, en Calabre, en pleine nuit, en hélicoptère, avec des fusils. On est allé chercher la famille du collaborateur de justice. Le collaborateur était en prison. On est allé chercher sa famille. Un magistrat m'expliquait qu'en Sicile, un jour, ils sont arrivés dans un village avec un bus. Ils ont pris la moitié du village, un village de 80 personnes, la moitié du village, 2 familles, ils en ont pris 40. Ils l'ont mis dans le bus, ils l'ont éloigné pour pas que une des personnes, des 40, soit assassinée. L'État doit montrer que c'est la protection qui est en jeu. Justement, en France, c'est un peu le contre-exemple. Par rapport au système des repentirs, on a vu récemment des déclarations d'une avocate qui expliquait qu'elle déconseillerait fortement à ses clients d'entrer dans ce système-là aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de protection réelle. Vous confirmez ? Alors, il y a une protection, mais ce qu'elle dénonce, et qui me semble assez grave, c'est que finalement, j'ai l'impression que les policiers qui s'occupent de ça n'ont pas vraiment envie de faire ça et qu'ils ne reconnaissent pas précisément l'intérêt de la personne qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent arracher du crime organisé et faire revenir dans le giron de la légalité le nôtre. Et encore une fois, la bataille des mots. Mafia, pas mafia, c'est une chose. Mais enfin, pourquoi parler de repenti ? On n'est pas à l'église. C'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande pas une contrition. On leur demande de respecter un contrat. Est-ce que c'est pas une question de culture aussi ?
de la part, justement, chez les policiers français. Est-ce que c'est pas une question de culture? Oui, de culture de travail, je dirais, pour pas faire du prisme. Tout à fait. Il y a beaucoup de chez policiers veulent bien protéger un magistrat italien. Je me souviens qu'un jour, des policiers sont venus chercher à l'aéroport un magistrat italien que j'avais fait venir pour une conférence. On voit leur motivation. Enfin, c'est des gens qui adorent leur métier. Puis quand il s'agit de... Bon, en Italie, ils ont appris que le collaborateur de justice était quelqu'un qui allait aider eux-mêmes. Qui servait, bien sûr, qui servait la cause. Et il n'y a plus d'assassinat de policiers. Donc, vous disiez que peut-être là, il y avait un problème en France que... Mais bon, le policier maçon a été assassiné. Les agents pénitentiaires ont été assassinés. Donc moi, si demain, on arrive à faire témoigner un des assassins d'un agent pénitentiaire, là, Mohamed Amra, que tout le monde part en prison, qu'on a résolu l'affaire, on envoie un signal pour après. Protégeons les futurs policiers, protégeons les futurs agents pénitentiaires, protégeons les futurs citoyens de cette violence systémique. Alors, dans toute cette lutte anti-mafia, avec toute la législation qui l'accompagne en Italie, elle a quand même réussi à diminuer l'influence de Cosa Nostra. Oui. Mais pas du tout celle de la Camorra et de la 'Ndrangheta. Comment ça s'explique, ça? Alors, ça dépend des critères. Si on parle de la violence, la mafia calabraise ne tue plus. Et pourtant, c'était pas des plaisantins. 1991, faïda, guerre entre deux familles. Il tue deux frères au fusil de chasse, il arrache la tête et il joue au tir au pigeon. 1991. Bon, ça n'existe plus. Il y a quelques soubresauts. Donc, comme des progrès ont extrêmement été faits. C'est pas pour rien que Crimalt, avec des projets européens, emmène des Français se former à l'antimafia sociale, voire... Peut-être je peux me tromper, je peux être habité d'un certain militantisme, je le conçois, mais j'emmène des gens qui ne sont pas spécialistes de l'économie sociale et solidaire, les membres des deux collectifs anti-mafia corse. Je voudrais saluer le travail sur les victimes de Mafiano. Par exemple, je parle beaucoup du collectif Maxime Souzini, qui sont allés voir comment les victimes parlent, sont protégées, il y a un statut, il y a des ressources économiques. C'est pas parfait, il y a plein de problèmes bureaucratiques en Italie, je vous rassure. Et ils reviennent ici avec des armes qu'ils peuvent défendre et rédiger des amendements. C'est même intéressant, vous voyez, dans l'autre sens, parce que les Italiens aussi, ils ont l'impression qu'ils ont eu tellement de mafia qu'il n'y a que chez eux. Mais il faut voir Carla Serena Manunta, devant des lycéens, à Milan, expliquer ce qui lui est arrivé, et voir les lycéens italiens comme ça, habitués à raconter des histoires des années 80-90 où on a découpé en morceaux des filles parce qu'elles étaient d'une famille mafieuse et elles voulaient sortir avec un gendarme. C'est ça la mafia calabraise, c'était ça la mafia calabraise. Votre fille veut sortir avec un gendarme, vous la tuez vous-même, et c'est la famille qui doit la tuer. Mais quand Carla Serena raconte ça, les lycéens ils disent « Ah tiens, il n'y a pas qu'en Italie qu'il se passe des trucs de ce genre. » Ces échanges de bonnes pratiques, etc., moi je pense que c'est l'avenir. Il faut vraiment parier sur une implication majeure de la société civile, par exemple avec ces projets européens, avec beaucoup plus de prévention et avec beaucoup plus d'utilisation sociale des biens confisqués, parce qu'en Italie, tous ces ateliers se passent dans des biens confisqués, dont le nom soit donné à des victimes innocentes. Et puis il y a l'arme principale, parce qu'on parle de prévention, on parle du statut de collaborateur de justice, etc., et puis le travail de la police. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui en Corse, depuis quelques années, on parlait de la non-élucidation d'affaires, Jean-Guillaume en parlait auparavant, est-ce qu'aujourd'hui on a fait des efforts à ce niveau-là? On a l'impression que dans des affaires emblématiques, en tout cas, il y a eu pas mal d'arrestations. Après, il faut voir ce que donnera la justice. Non, c'est comme tout à l'heure sur la corruption. Je pense qu'il y a quand même plus d'affaires faites par l'État sur la corruption, donc on la voit un peu plus, et on en a peur, mais à mon avis, on ne faisait pas grand-chose à l'époque. Je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays... Parce que là, on parle des gangsters. Je vous rappelle quand même qu'on vit dans un pays où 2 présidents de la République ont été condamnés définitivement pour des délits d'atteinte à la probité. M. Chirac, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Et Nicolas Sarkozy pour trafic d'influence. C'est fait. Il va à la CEDH et tout. Donc, il y a quand même aussi des élites qui ne montrent pas le bon exemple. Donc, c'est aussi ça. Je veux revenir à ma question sur le travail de la police ici. Précisément. Je pense qu'elle fait beaucoup plus d'affaires, qu'elle arrête, qu'elle fait des affaires contre la corruption et tout. Mais sur les assassinats, parce que vous étiez parti là-dessus, il y a une forte impunité en Corse, peut-être plus qu'ailleurs. Sur les récentes affaires, il y a quand même pas mal d'arrestations. C'est vrai. Non, mais d'affaires jugées pour l'instant. Si je compare à Marseille, sur les 3-4 affaires de victimes innocentes, ça y est, on a arrêté... C'est pas prouvé encore dans un tribunal, on a évité ceux qui ont tiré sur Kawatar, Sarah, Ryan et même Fayed. En Corse, il nous manque encore énormément d'éléments sur Jean Leccia, sur d'autres exemples.
Je pense que la solution viendra si quelqu'un parle à l'intérieur du clan. Encore une fois, ce statut de coopérateur de justice, nous avons fait en sorte que, y compris les personnes de crime de sang, puissent être protégées. Mais là, je réponds à votre question sur la police judiciaire, il va falloir les aider. Parce qu'aujourd'hui, le dispositif n'est pas bon. Il faut un Mouchette à Corse. Ça, c'est... Oui, ça c'est vraiment le... Ça, c'est les... Je pense pas que ça se passe comme ça. Ouais. Ou alors on a raté le Bouchet à Corse avec l'affaire Chaussat. Alors on a parlé longtemps de la législation très répressive. Il y a quand même un certain nombre d'adversaires de ces législations-là, et en particulier les avocats. Et ils avancent quand même un argument qui n'est pas irrecevable, c'est celui de l'atteinte aux libertés de façon générale. Alors si on peut admettre qu'elles se justifient contre les mafieux, demain elles peuvent s'étendre à d'autres secteurs de la société qui n'ont rien à voir avec la mafia, la contestation sociale, politique. Il n'y a pas un danger là ? Crimalt, en tout cas, c'est une association qui a la vocation à faire de la promotion de la citoyenneté active contre les crimes organisés, etc. Sous-entendu, les libertés fondamentales, c'est capital pour nous. Vraiment. Et donc, les avocats sont dans leurs droits. Et j'ai lu leur dernière tribune sur le dossier Coffre. Il y a plein de choses que je comprends. Si on prend l'exemple de l'Italie, je rappelle que ce sont des armes contre la mafia. L'avocat à la première heure, je sais que maintenant en France c'est fait, mais ça fait 30 ans qu'il y a l'avocat à la première heure. Le magistrat antimafia italien, il attend l'avocat. Ce qu'il veut, c'est qu'il attende l'avocat. Mais il a déjà fait toute l'enquête. Maintenant, on va faire du contradictoire, etc. Donc, les libertés fondamentales sont respectées en Italie. Les recours au Conseil d'État, etc. Je rappelle aussi que les dispositifs qu'il faudrait mettre en place, précisément, ça serait des dispositifs un peu moins fondés sur le pénal. Par exemple, la confiscation préventive. Vous ne risquez pas la prison. C'est bien la preuve que les libertés fondamentales sont très importantes. Bon, je ne vais pas fuir le débat sur, par exemple, l'appartenance à un groupe criminel. Je comprends que ce que nous avons mis comme amendement, ce que nous l'avions fait déjà pour l'appartenance à un groupe criminel, avec le collectif Maxime Souzini, l'idée c'est que quand vous appartenez à une association criminelle, vous pouvez être condamné pour ce seul fait, bien sûr, enquête de police judiciaire, écoute téléphonique, enquête patrimoniale, sans forcément un lien tout de suite direct avec une infraction, contrairement à l'association de malfaiteurs. Bon, les sénateurs ont édulcoré le texte et on est arrivé à un groupe criminel avec encore un lien avec une infraction, etc. D'ailleurs, puni de peine d'emprisonnement de 3 ans. Bon, c'est pas ça l'enjeu, parce que déjà, association de malfaiteurs, vous risquez plus que ces 3 ans. Et déjà, l'association de malfaiteurs, il me semble, les peines de prison sont pas assez fortes. Parce que en gros, en Corse ou ailleurs, vous pouvez prendre 6 ans pour un projet d'assassinat en association de malfaiteurs. C'est rien du tout. On parle de criminels professionnels. Donc là, il y aura un travail à faire. Mais j'entends, et votre argument, qui nous gouvernera demain, est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'abus de ce type, voilà, ben, ça doit être mis dans la loi, hein, l'appartenance à un groupe criminel. C'est pas un journaliste qui écrit un mauvais papier sur un homme politique. Je vous donne un dernier exemple. Dans la confiscation obligatoire que nous avons fait voter, c'est pour des délits de plus de 5 ans d'emprisonnement. Loin de nous de confisquer les biens d'un papa qui ne peut pas payer sa pension alimentaire. Dans 15 jours à peu près, l'Assemblée de Corse se réunit en session spéciale, une session consacrée aux dérives mafieuses. Qu'est-ce qu'on peut en attendre au-delà de la condamnation, des condamnations convenues ? Oui. De concret. C'est pas la collectivité territoriale de Corse qui a la prérogative régalienne de la violence légitime. Ça, faut pas que ça change. Malgré tout, il y a tout un travail de prévention à faire. Donc, je pense que l'idée des collectifs de faire une commission permanente qui étudie le phénomène du crime organisé en Corse régulièrement, qui fasse venir régulièrement des experts, pas one shot, pas une seule fois, plusieurs fois. J'invite la collectivité territoriale de Force à mettre en place des programmes de prévention dans les écoles. Encore une fois, Crimalt a emmené des personnes se former à Milan et ailleurs. Et il y a une loi en Sicile. Il y a une loi en Sicile, juste pour la Sicile, juste pour l'île, où vous pouvez inclure dans les programmes scolaires l'éducation à la légalité, ne pas... Voilà. Ça c'est vraiment le truc pour demain. C'est vraiment très important. Bien sûr, la surveillance des marchés publics, mais cette commission de collectivité territoriale qui siégera sans arrêt aura ses spécialistes, elle étudiera les dossiers. Et là, il y a un enjeu pour que la collectivité territoriale reste dans son domaine de compétences, mais agisse concrètement. Eh bien, ce sera là votre conclusion. Merci à vous, Fabrice Rizzoli, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Peut-être serez-vous là d'ailleurs pour le débat consacré à la mafia devant l'Assemblée de Corse. C'est le 27 février prochain. Patrick Dilour, mais merci à vous également. Contrasto a voi compiuto il giorno d'agui a un mese. Buonasera a voi tutti.